Mesdames et messieurs, veuillez rentrer dans l'entrée. Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. Alors que les débats sur le français occupent l'espace public, l'école, elle, vit une réalité beaucoup plus nuancée. Celle d'élèves plurilingues qui doivent réussir dans un système souvent pensé pour des parcours un peu plus homogènes. Et si l'orthopédagogie détenait une partie de nos solutions? Aujourd'hui, on discute avec Andréane qui va nous parler de son rôle d'orthopédagogue et de la combinaison, de la collaboration qu'on peut avoir entre enseignants de français langue seconde ou d'ILSS et en fait de réussite scolaire, pour parvenir en fait à une réussite scolaire de tous les enfants que nous accompagnons. Donc, bonjour Andréane. Bonjour, merci vraiment de l'invitation, je suis ravie. Ben, merci à toi d'être là aujourd'hui. Puis écoute, avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Donc, qui es-tu? Oui, assurément. Andréane Villeneuve-Dubuc, je suis pluriactive un peu comme toi. J'ai multi-passions dans la vie et l'une d'elles, c'est vraiment l'éducation. J'ai un parcours un peu atypique en ce sens. Il y a plein de gens qui vivent la même réalité que moi, mais moi, j'ai fait le bac BP, qu'on dit préscolaire primaire. Et à mi-parcours, je me questionnais beaucoup sur le restant de mon parcours parce que j'ai commencé à faire du tutorat privé. Donc, j'allais chez les familles et vraiment cette relation-là avec la famille, je trouvais ça privilégié. Un aussi, là, avec les Ouais, exact. Les parents, pas leur version, mais leur histoire scolaire, je trouvais ça tellement riche. Et quand je me retrouvais en classe dite régulière, là, je vivais un espèce de syndrome d'imposteur où j'arrivais pas à combler tous les besoins de mes élèves en difficulté. Alors, je me suis dit, hey, je pense que je vais abandonner le bac BPEP et commencer celui en adaptation scolaire. Et toi qui es chargé de cours, même professeur, tu sais que te faire reconnaître des cours dans une université, c'est un enjeu. Imagine de changer d'université. Bon, je n'irai pas là. En gros, on me disait, ben, recommence un bac. Donc, ça me tentait pas. Je venais de faire 2 ans. Je voulais pas les jeter à la poubelle. Donc, j'ai complété le bac PPEP et ensuite, je suis allée faire la maîtrise en orthopédagogie. Folle de même, je me suis dit, oh mon Dieu, j'aime tellement étudier, j'aime tellement me nicher dans les difficultés des élèves, je vais aller au doctorat. Et je l'ai commencé, mais comme beaucoup d'étudiants au doctorat, je suis pas spéciale. Il y en a beaucoup qui abandonnent. Et la réalité derrière ça, c'est que je savais pas quoi prendre comme projet qui me nourrissait pour un 4-7 ans. Je sais pas combien de temps toi ça t'a pris là, 8. dans ces eaux-là. 8, là. C'est ça. Je ne termine pas. Pour donner une image, moi, je suis arrêtée à 15 crédits. Je sais qu'on parle en crédit là, dans les cheminements universitaires. Donc, moi, j'ai arrêté là. Mais je me suis dit, je suis tellement une personne de terrain. Donc, à ce moment-là, faut dire, j'étais titulaire au 2e cycle au primaire. Et fun fact, je trouvais que l'orthopédagogie avait l'air plate. Je trouvais que ça avait l'air d'une job de bureau, comme on dit. Donc, il n'y avait pas suffisamment d'action. Mais c'est en faisant ma maîtrise en orthopédagogie que là, ça a commencé à me titiller et je revenais à ma vision du tutorat, de l'intervention en petit groupe ou en individuel, où je trouvais ça tellement puissant d'aller vraiment comme approfondir la relation didactique-pédagogique. Alors, à ce moment-là, on est un peu autour de 2020, on va dire ça comme ça. Je commence à faire la correction à l'université et rapidement, on vient me chercher comme chargée de cours. Est-ce que ça tente de de donner des charges de cours? J'ai commencé. Et là, grande passion, je suis maintenant chargée de cours. J'adore former la relève. Je suis orthopédagogue, mais c'est pas vrai, je suis pas cette année, je suis pas dans une école physiquement, je m'ennuie donc des enfants, vraiment beaucoup.
Par contre, quand je forme la relève et que je parle de leur réalité, ça vient vraiment me nourrir. Donc, je travaille à l'UDM, à l'UQO et maintenant à la TELUC depuis peu. Et j'ai aucun temps pour moi, mais je me suis lancée dans une autre aventure avec une collègue. On trouvait, une collègue et moi, que j'ai rencontrée chez Alloprof, parce que oui, j'ai aussi travaillé chez Alloprof, qui est vraiment un bel emploi. Là, je conseille à tous. Si vous cherchez un deuxième emploi, c'est vraiment un emplacement de rêve. Mais ma collègue et moi, Isabelle, on est toutes les deux orthopédagogues et plus souvent qu'autrement, on le sait dans la réalité de prof, on est toujours à la recherche de matériel qu'on doit adapter. Et ça, c'est un mot très à la mode. On pourra en reparler aussi. Mais quand on est orthopédagogue, on est inclusif. Hein? On reçoit l'élève comme il est, qu'il soit plurilingue, dyslexique, dysorthographique, qu'importe. Donc, tu as parlé justement du rôle de l'orthopédagogue. Et puis, aujourd'hui, là, on est vraiment dans un contexte scolaire qui est vraiment marqué par la diversité linguistique culturelle. Tu sais, j'enseigne à l'UQAM, souvent les gens vont me dire, ah, tu sais, ben, au BPEP, là, surtout, Oui. le cours que je donne au BPEP, souvent les gens Oui. vont me dire, ben, écoute, moi, je m'en vais, tu sais, j'étais à Montréal pour mes études, mais après, je retourne chez nous à Trois-Rivières, à Deux-Montagnes, Ouais. à Rimouski, puis ils se sentent moins concernés. Mhm. Puis je suis comme, oh, attendez, là, les choses ont changé depuis, depuis que tu étais à 100%. l'école primaire. Les classes la composition de la classe n'est pas nécessairement aussi homogène, là. Puis c'est pas toi, mais moi, il y avait personne de ma classe issue de la diversité. C'était moi Mhm. c'était moi la petite, moi, j'étais pas immigrante, là. Je suis née ici, mais ma mère est immigrante. Tu sais, c'est souvent, Ouais. on me demandait d'où ça venait, ce nom-là. Tu sais, Tania, c'est un nom bizarre. Tu viens de quel Mm. pays? Alors que, tu sais, dans le fond, j'étais comme, ben, je viens du coin de la rue là-bas. Je savais pas de... Mais, J'adore tu ça. sais, la composition des classes a vraiment changé, là. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que Totalement. c'est plus ça. Tu sais, Mais puis justement, tu sais, en quoi l'approche de l'orthopédagogie va différer quand on accompagne un élève allophone par rapport à un élève francophone ou natif? C'est quoi les principaux défis que tu observes justement chez les élèves allophones, Ouais. qui soient par exemple en lien avec la lecture, l'écriture, Mm. la production orale, la J'adore ça. compréhension orale, ou tu sais, juste la connaissance culturelle du milieu de l'école québécoise, tu sais? Wow, quelle question à 2 millions de dollars, j'adore ça. J'ai le goût de te répondre avant tout avec cette question. Est-ce que nos classes québécoises ont déjà été homogènes? Ben, écoute, moi, pour vrai, là, Oui et non. dans les années 90, là, Mhm. au niveau du plurilinguisme, moi, Je te le donne. dans mon Oui. coin, c'était pas mal québécois, francophone, là. Tu Mhm. sais, Oui. de moi, d'où je viens, là, je viens de la Oui. Naudière, j'ai grandi à Repentigny, tu sais, Oui. mes classes à moi, quand j'étais petite, là, tu sais, Mhm. Ça, je te le donne. l'hétérogénéité, c'était moi. Ouais. Pour le point de vue allophone, Ouais. certainement, je te le donne. Sauf quand on recule, hein, puis la science de l'éducation, elle est vraiment très, très jeune. Et là, je vais faire un petit peu la ligne du temps, mais l'orthopédagogue est arrivé environ dans les années 60, inspiré du modèle américain pour répondre un peu à l'approche clinique. Donc, un peu comme un médecin qui reçoit une personne à traiter dans son bureau. On voulait répondre à ce besoin-là parce que déjà en 1960, on voyait qu'il y avait des enfants qui avaient des besoins. Les besoins sont assez vastes. Des fois, c'est juste des besoins moteurs. Hein? L'enfant a besoin de bouger pendant qu'on fait de l'enseignement magistral. Moteur, ça peut être aussi l'aspect motricité fine, donc d'écrire, c'est un enjeu. On peut être aussi en mode les lecteurs, on voit qu'il y en a que décoder, ça prend des années, puis malgré l'intervention, la rééducation, il y a une grande persistance. Ça, c'est pas d'hier, là. Non, puis là, tu sais, on va Ça faire fait un longtemps. aparté aussi, tu sais. Il y a des Oui, enfants francophones qui éprouvent des difficultés en lecture, là. Tu sais, on voilà. parle pas seulement des élèves issus de Exactement. la diversité, là. Exactement. Exact. Donc, dans notre temps, je vais t'inclure dans mon temps parce qu'on n'est pas si loin que ça. Oh. Ben, il y avait aussi ces besoins. Il y avait aussi ces besoins-là hétérogènes, mais on était plus dans une et là, je mets des guillemets à ce que je mets, mais on était plus dans l'intervention où on s'attendait à ce que les enfants soient obéissants. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que les enfants devaient s'adapter à l'école. Aujourd'hui, on veut que l'école s'adapte aux enfants. Puis dans la perspective plurilingue, ben fut un temps, on jouait un peu à la sorcière. Arrête de parler en anglais. Oh, je t'ai entendu te parler russe. Non, 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 tu dois parler en français. Donc, on mettait de côté la langue
maternelle, la langue première. C'est un discours qui a une tendance à disparaître, mais on l'entend encore. Il y a encore beaucoup de mythes à ce propos-là. Je dis que c'est un petit peu le rôle de l'orthopédagogue. J'aime dire que c'est une responsabilité école partagée. Là. C'est pas tout repose sur les épaules de la personne en soutien linguistique ou en orthopédagogie ou la direction. Ça se fait ensemble. Il y a certains mythes qui vont persister. Que la langue première, si elle continue d'être parlée, que ça fait partie de son identité, mais on va le mettre de côté. Puis là, on pourrait aller loin dans cette discussion-là, mais on a vu des catastrophes. Là, on pourrait parler de la journée orange. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est parce qu'on a voulu dénaturer à une certaine époque une identité. On se parle Donc, de la journée du chandail orange. le chandail orange, hein, Ok. c'était vraiment pas clair, là, mon affaire. Pour moi, c'était comme journée orange. Là. En fait, on peut aussi la nommer. Là. Elle a un nom. Elle a un nom. Cette journée-là, la journée de la réconciliation. L'orthopédagogue, aujourd'hui, comme je le mentionnais, on est moins dans la perspective clinique. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en mode curatif. Je vais pas guérir l'enfant. Je vais prendre un temps de qualité pour le connaître. Et ça implique qu'il peut arriver avec ou sans un diagnostic. OK? Parce que oui, nos élèves plurilingues peuvent aussi avoir des diagnostics. Ouais, il peut Un en avoir élève, souvent, par contre, dans des élèves issus de certains pays, ils n'arriveront pas nécessairement avec un diagnostic parce qu'ils n'ont pas eu accès, souvent parce tout à qu'ils ont fait, grandi dans des camps de tout à fait. réfugiés, qui ont eu une transition entre plusieurs pays, un parcours Mhm. migratoire complexe, tu sais, ou des fois proviennent de cultures où je veux pas dire que ça n'existe pas, le diagnostic, mais Oui, l'accès tout au à fait. diagnostic est pas aussi Ah, tout facile à en fait. guillemets qu'ici, parce que, tu sais, évidemment, c'est pas si Tout facile que à ça non fait. plus ici, là, et ça coûte Ah, vraiment. cher. Et tu me fais penser à quelque chose là qui a rapport, mais qui a pas rapport. J'ai eu la chance cet été de donner un cours en 1-à-1, peux-tu croire, à l'UQO. Donc, on reçoit plusieurs, je dis plusieurs, de plus en plus d'élèves, d'étudiants internationaux. Mhm. Donc, j'ai le privilège d'enseigner à une étudiante qui vient de l'Algérie et elle, son plus gros apprentissage, c'est de découvrir que le TDAH existe. Dans leur pays, ce ne sont que des élèves qui sont opposants, qui sont tannants, qui n'écoutent pas, qui sont à la limite bons à rien, qui vont rapidement être sortis du parcours scolaire. C'est fou. 2025, juin. C'est wow. Donc, l'orthopédagogue, dans ce type de discours-là, dans l'école québécoise, j'aimerais dire, on est un peu le médiateur de sens. Donc, mon élève allophone qui arrive, comme il est, peu importe sa langue maternelle parlée, ben c'est un levier. C'est ça. Puis là, j'arrive au fameux mythe que parler la L1, pas que c'est dangereux, mais ça va être nuisible pour l'apprentissage du français par le français. Il faut le conserver, c'est un levier, c'est une recherche. Tout à fait, oui. Tu sais, puis c'est rare qu'on apprend à parler en se taisant, là, et apprendre c'est ça. Donc, faut avoir des expositions qui sont positives au Avoir de la français, modélisation, là. Ouais. de la modélisation. Puis quand je dis positif, c'est pas comme t'as fait une erreur. Je peux inciter, mais pas insister pour qu'ils se reprennent. Puis ça vaut pour tous les élèves, qu'ils soient québécois, français pur laine, comme on dit, ou allophones. On en entend plein d'erreurs. Les si qui aiment pas les raies, les sons-tés. Donc, je vais Puis on le fait, là. reprendre. Moi, je fais ça quand même assez Ça va souvent. Pas souvent, Ça mais va je m'arriver. le sais, là, mais je veux dire, tu sais, ça fait partie des Exact. types d'erreurs qu'on entend. Tu sais, par exemple, quelqu'un, tu sais, à la radio, Voilà. j'entends souvent quelqu'un qui va dire Exact. le film que je t'ai parlé, tu sais. Alors que dans le fond, il faut dire non, tu sais, mais des erreurs, on en fait dans notre langue première aussi, là, tu sais. Dans notre langue première, C'est tout à normal. fait. Mais les élèves allophones, ce que j'aime, je catégoriserais en fait qu'ils ont un petit super pouvoir, c'est que de jouer avec les sons, de se questionner autour des sons, Mhm. ça fait partie de leur quotidien. Encore plus qu'un élève qui est unilingue. Ben oui, parce qu'ils doivent réfléchir vraiment Exact. au choix de mots, au sens, Ah, j'adore ça, là. bien, tu sais, puis tantôt tu as dit un mot, tu sais, je pense qu'il faut répéter quelque chose comme ça, tu sais, notre rôle, c'est d'assister l'enfant, tu sais, à justement tellement. bonifier son français et non pas d'insister sur ses erreurs, tu sais. Exact. Tu sais, moi, je pense que profondément, il manque pas un cours de langue.
il manque un cours sur tout ce que la langue apporte. Honnêtement, là. J'aime reprendre cet exemple vécu avec une collègue où on intervenait en petits groupes sur les petits mots dans les grands mots. Donc, maison est dans le mot maisonnette. Fille est dans le mot fillette. Bon, pour ne prendre que ces exemples-là, mais je pourrais aller dans agrandir, il y a le mot grandir. Et là, j'ai un élève allophone qui dit « Ah! » Et là, j'y vais, là. Attention à vos oreilles. Je sais maintenant c'est quoi salopette. Attention, oui, le petit mot, c'est bien salope, pour finalement revoir avec lui en privé, j'insiste, on l'a pas fait devant tout le groupe. Il a vraiment pas la même définition que toi et moi, on a de ce mot-là. Mais à quel point c'est magnifique. Et ça, moi, j'ai comme envie de savoir c'était quoi sa définition de salope. Ah mon Dieu, c'était comme c'était un repas. Ah. Mais je pense même pas que ça fait partie de sa culture, ce repas-là. C'était comme une petite invention. Je pense qu'il voulait se sentir un petit peu compétent de dire « Ah, moi, je sais c'est quoi le mot salopette », mais c'était un peu biaisé. Mais ça aussi, tu sais, je plonge là-dessus. Là. Je pense que souvent, dans ta réalité comme enseignante en langue seconde ou comme orthopédagogue, on va se faire dire, oui, mais moi, je peux pas analyser sa L1, je parle pas le Punjabi, je parle pas le turc, je parle pas... Maintenant, il y a quand même des outils. Là. Moi, quand j'entends ça, souvent... Ouais. C'est une question que j'ai souvent dans mes cours à l'université, moi, parce que j'enseigne maintenant ma profession, en fait. J'enseigne à devenir enseignant en francisation, en français langue seconde. Et... tu sais, je remarque que ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Ouais, mais tu sais, je connais pas. Mais maintenant, il existe des sites, là, moi, un coup de cœur dont je parle partout, là, tu sais, si vous le connaissez pas, en fait, là, c'est Fishlang, tu sais, qui est un outil extraordinaire que je présente à mes étudiants, où je fais même des ateliers notés en classe pour dire, ben, tu sais, on va aller chercher, là, dans vos stages, qui sont les étudiants, des enfants turcs, des enfants qui parlent Punjabi, des Français, des étudiants qui parlent ourdou, parfait, on va aller chercher c'est quoi les difficultés qu'ils vont rencontrer. Parce que même si on connaît pas, tu sais, je veux dire, moi, souvent, les gens me disent, comment tu fais pour enseigner à des gens? Tu sais, il y a 20 personnes dans ta classe, ils parlent 12 langues différentes, tu parles pas toutes ces langues-là. Ben, évidemment pas. Tu sais, je veux dire, je parle pas Punjabi, je parle pas créole, je parle pas, tu sais, russe, mais tu sais, quand j'ai quelqu'un qui arrive dans ma classe dont je connais pas la langue, ben je vais aller lire Fishlang. Tu sais, souvent, c'est 3 pages, là. Tu sais, c'est vraiment un gros investissement. Non, c'est ça, exact. Qui va m'expliquer quelles sont les difficultés qui vont être rencontrées selon la langue d'origine. Parce que c'est prévisible, l'erreur, quand on connaît quand même la construction, la syntaxe. Exactement. Puis, surtout, si l'élève comprend comment sa langue fonctionne, et quelles sont les différences qui vont être rencontrées en français, bien évidemment, on peut les aider à pas nécessairement à les éviter, les erreurs, parce qu'elles vont être là, mais à les comprendre puis à les corriger. Exact. Peux-tu croire que ça fait même pas 48 heures que je connais le site Fishlang? Parce que j'ai une invitée... oui, non, c'est ça. Mais j'ai reçu une orthophoniste dans mon cours en orthopédagogie pour élèves allophones, puis elle nous a vendu ce site-là, clairement. Oh, j'étais séduite, puis c'est un peu la perspective que j'ai avec l'élève apprenant que je maîtrise pas du tout, sa langue maternelle. Je vais le juger expert dans sa langue. Et juste de lui donner ce statut-là, il va se sentir hyper compétent, hyper confiant. Ça, c'est déjà un énorme levier. Oui, je le juge expert dans ma tête, mais je sais qu'il va faire des erreurs au même titre que moi, j'en fais. Évidemment. À l'oral, à l'écrit. Donc, juste d'avoir cette posture-là, ça change tout. Oui, le mot salope, il n'y avait pas du tout la même définition. Puis quand il m'a donné la réponse, j'étais comme, OK, je vais vérifier si vraiment c'est un repas qui existe. Mais c'est correct. Quel enfant nous dit pas des fois des petites, des petits mensonges doux comme ça? Parfait, je vais le prendre. Et quand je donnais cet exemple-là à mon groupe à l'UQO, il y a une enseignante qui a dit « Ah, c'est drôle, je viens de travailler cette stratégie-là des petits mots dans les grands mots avec mes étudiants. » Et il y a un élève français de France qui a dit « Ah, mais du coup, je sais ce que c'est une raclette. C'est une petite raclée. »
C'est cute. C'est tellement beau, c'est super du mignon. bonbon. C'est super C'est mignon, tu sais. Puis c'est toutes ces erreurs-là, tu sais, non seulement, regarde, toi, tu t'en souviens, lui aussi, il s'en souvient, oh mon Dieu, visiblement. je Mais l'important, c'est que l'enfant va se souvenir de la stratégie à cause de ce genre de exactement, choc exactement, pédagogique-là, tu sais. Comme les gens qui exactement. vont nous écouter vont dire, ah, tiens. Tu sais, Voilà, des erreurs, tu sais, il faut que ce soit vraiment des occasions d'apprendre, tu sais. Puis c'est comme ça qu'il faut les présenter. voilà, exactement. Tu as tout compris. J'aime ça. Puis tu sais, justement, tu sais, quand on parle on parle d'erreurs, là, mais tu sais, si on revient plus Oui. tu sais, vraiment au concept de difficulté. Tu sais, j'ai l'impression souvent que, tu sais, des jeunes enseignantes ou même, tu sais, moi, j'ai accompagné des directeurs d'école, des conseillers pédagogiques, que, tu sais, des fois, tu sais, la difficulté entre une difficulté d'apprentissage ou une difficulté langagière, elle est complexe. Puis, tu sais, je vois, Oui. mettons, sur les pages d'enseignants du Québec ou n'importe où sur les réseaux sociaux, des fois, des gens qui disent, ah, tu sais, ça fait comme 3 ans, là, que mon jeune Ouais. en classe d'accueil, on se demande s'il y a pas peut-être quelque chose d'autre, hein. Puis moi, souvent, la question, c'est, ben, tu sais, est-ce que c'est une difficulté linguistique? Puis après 3 ans, c'est long, hein? Et tu sais, Ouais. comment distinguer finalement, tu sais, une difficulté d'apprentissage, c'est que ce soit une dyslexie, un TDAH, tu sais, ou Ouais. autre chose. Évidemment, je ne suis pas une spécialiste des difficultés d'apprentissage, contrairement à toi, mais d'une difficulté qui est d'ordre linguistique, qui va être liée justement à l'apprentissage d'une langue seconde. Tu sais, c'est quoi Ouais. les erreurs que les enseignants font peut-être lorsqu'ils ont à avoir une distinction, ou là, je dis les enseignants, mais ça pourrait être les directions, les N'importe qui. parents même, tu sais. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple concret d'un élève pour qui l'origine de la difficulté n'était pas vraiment si évidente au départ, ou nous donner des indices justement sur les petits signaux qui devraient nous alerter comme spécialistes en Ouais. éducation? Oui, j'aime beaucoup cette question-là. Puis rapidement, comme ça, j'ai un cas d'élève en tête. Une jeune fille qui parlait russe, qui n'arrivait, entre autres, pas à produire le son R francophone, pour finalement apercevoir que ce son-là n'est pas existant dans sa langue première. Donc déjà là, c'est un enjeu. Puis dans ta question, tu relevé quand même un concept clé. Le fait que ce soit persistant, qu'on voit que ça se prolonge dans le temps. Puis ça peut être un petit peu mélangeant, porté à confusion, parce qu'apprendre une langue seconde, ça prend du temps. Ben oui, peut aller de 5 à 7 ans, là, tu sais, selon Exactement. pour avoir un niveau Exactement. scolaire, là. C'est ça. Fait que c'est tout le temps comme, oh, est-ce que c'est langagier? Est-ce que c'est vraiment de type apprentissage? Et ce que j'aimerais avancer, c'est que si on a les ressources, et je nous le souhaite, est-ce qu'on peut investiguer si dans la langue première, ce sont aussi des manifestations de difficultés qu'on retrouve? Est-ce que il y aurait, par exemple, un trouble du langage? Ben, je peux pas l'avancer avec le français si ce n'est pas sa langue première. Je dois l'avancer avec sa langue maternelle. Exact. Et des fois, de questionner le parent, ça va nous aider, puis d'autres fois, ça va pas nous aider. Je pense au cas auquel je pense. On a des cas où les familles ont vécu des parcours migratoires hallucinants, complexes, où la famille a même pas eu le temps de se déposer et donc de dire, avez-vous une langue maternelle? Ils n'en ont pas une, ils en ont plein, et non seulement ils en ont plein, mais c'est jamais une langue qui est complète. Donc, ils ont toujours arrivé à être fonctionnels, puis il y a plusieurs moyens de l'être aujourd'hui avec, par exemple, l'intelligence artificielle, des traducteurs. OK, ça va être aidant, le non-verbal parfois. Je veux dire, moi, la première, quand je voyage et que je maîtrise pas la langue, je vais montrer mon téléphone, je vais être comme à boire, je vais pointer ce qu'il y a sur le menu. C'est minimal, mais c'est quand même, je vais arriver à ma fin. Donc, quand on revient avec cette situation-là en perspective scolaire, c'est hyper ardu, même pour un interprète qui va aider l'orthophoniste à émettre un diagnostic pour le langage, ou le neuropsychologue. En ce sens, ça prend l'interprète. Puis un interprète, oui, il est là pour traduire, mais il est aussi là comme agent de la culture. Oui, tout à fait. On peut passer d'une rencontre où le parent fait comme à l'interprète est présent, parce que ça arrive des fois qu'on n'a pas d'interprète parce que c'est ça. Le parent va pleurer, va dire j'ai rien compris, je comprends pas le système québécois, j'ai peur de me faire juger. Puis je pense qu'on peut se mettre dans la peau d'un parent qui arrive ici, il y a tellement à apprendre, tellement à mettre en place pour être juste en mode survie là, de base. Donc c'est ça. Fait que
je pense que chaque histoire est unique. Chaque histoire gagnerait à avoir un agent interprète ou des fois, on a des associations, des organismes où il y a des Oui, agents je comme pense qu'il ça, là. faut le nommer, hein, parce que les organismes Ouais, communautaires un peu partout au Québec, souvent, ils ont exact. des banques, d'interprètes. Des fois, les CSS ont des banques Oui, d'interprètes aussi. Puis oui, évidemment, sinon, tu sais, on a des services qu'on peut, évidemment, là, trouver là, au privé aussi pour avoir des interprètes, mais ça existe souvent dans les oui. communautés. Il faut faire attention aussi, par contre, tu sais, au niveau de l'interprétariat, pour être certain qu'il y a quelqu'un de neutre, hein, tu sais, parce que souvent, Tout tu à sais, fait. L'oncle, le c'est ça, cousin, faut faire attention, oui, là. Moi, je suggère exact. toujours aux enseignants, aux équipes écoles de se dire, ben, pouvez-vous avoir accès à un interprète neutre qui ne connaît Oui, pas la famille, qui connaît pas les oui, intervenants, puis tu sais, qu'il y aura pas de tout à fait. jugement, dans la communauté aussi, là. Fait que faites attention Exact, d'avoir un interprète, exact, qui, si exact. possible, n'a pas de lien Mmh, du tout, ouais. exactement. Oui, tout à fait. Ça, c'est Ne vraiment pas un utiliser enjeu. non plus, l'enfant comme interprète. Ah Ça mon Dieu, puis des fois, c'est, la grande sœur, le grand frère, puis mmh les réponses sont minimales. C'est comme: «Oui, oui, on fait ça à la maison». Puis tu comme: «Mais non, encore». c'est ça, c'est C'est ça. beaucoup aussi, comme rôle pour cet enfant-là, bref, qui est comme un peu un mini adulte, là. Bon, on pourra en reparler. Mais sinon, comme orthopédagogue, je vais travailler, si possible, le plus possible avec l'orthophoniste. Moi, je la sollicite beaucoup. Je suis comme: «Ah, produire ce son-là, c'est difficile». C'est drôle, avant qu'elle m'apprenne c'était quoi fiche langue, il y a 48 heures, moi, ma référence, c'était elle, mais probablement qu'elle faisait l'exercice d'aller sur fiche langue, faire comme: Exactement. «Hey, c'est une Là, elle langue t'a nourri, super, elle t'a donné l'outil pour elle que m'a nourri». tu Je fasses cette yes, là. exact, je suis super autonome, là, donc j'aime Ah, vraiment puis de beaucoup l'autre ça. côté, les orthophonistes, on les salue, là, mais souvent, elles sont complètement, débordées, Sont, les sont cours dans comme, plusieurs j'ai pas le écoles, temps. puis elles ont pas nécessairement Sois le temps, là. autonome. C'est Exact, ça. exactement. Mais après ça, moi, comme orthopédagogue, ben, je vais faire un portrait de l'élève. Puis, moi, je ne suis pas en mesure de diagnostiquer. On n'est pas formé pour diagnostiquer, mais je peux documenter les difficultés. Et là, je pourrais en nommer plusieurs, mais comme on le disait, un apprenant allophone peut avoir une dyslexie. Donc, moi, j'ai des trousses où je peux faire le portrait, comme je mentionnais, qui sont assez universelles. Bien sûr, la dyslexie, elle est unique d'enfant en enfant, elle est vécue avec leurs particularités, mais il y a quand même des manifestations qui sont récurrentes. Ça va être un décodage qui est lent, ça va être des inversions, des confusions, des substitutions de sons, des omissions de sons. Donc oui, ça peut être possible dans un cas d'élève. Et là, je parle juste de la dyslexie parce qu'il Ouais, y a d'autres troubles. Le TDAH, ben, qu'il soit turc ou ça n'empêche pas qu'il peut avoir une agitation qui est évidemment. persistante, Mmh. mais parfois, il faut faire attention quand l'apprenant il vient d'arriver. Il y a, des fois, ils ont une période de mutisme. Ben oui, Ils évidemment, sont en on a mode été parlé. j'observe. Ouais. Mutisme, Exactement. là, faut expliquer le mot parce que c'est pas un mot, connu, je pense, mais tu sais, Tout mutisme, à c'est fait. vraiment qu'ils ne parlent pas. C'est pas parce qu'ils sont muets, Non! ils sont pas Exact, muets de naissance, là, mais ils ne parlent pas parce exact. qu'ils vont vivre un choc culturel, un choc pédagogique, un trauma, tu sais, fait que Ouais, oui, il peut avoir un ouais, mutisme, là, ouais. exact. Puis, avec le mutisme, ben, il peut y avoir aussi des périodes d'agitation. Pas parce qu'il est TDAH, Mmh mh. parce que il y a une En réaction, surcharge là, oui, oui. en réaction. Wow! Puis, je pense à une situation, là, on recule dans le temps. J'étais stagiaire et moi, je viens d'un milieu complètement. C'est une ville encore à ce jour très anglophone. Et moi, j'étais dans le lot des 3 amis francophones, OK? Donc, la soixantaine de jeunes de ma cohorte, on était 3 francophones. Ça m'est arrivé souvent de me mettre en retrait et de pleurer. Mais aux yeux d'un enseignant, à cette époque-là, j'aurais pu paraître comme: «Là, ça suffit, arrête de pleurer», mais pourtant c'était, comment dire? C'était une école francophone. Ah, C'est drôle, c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est une école francophone, mais qui accueille comme 90 de leurs jeunes anglophones. Et bien que la langue dominante scolaire, c'était le mmh. français, la langue dominante parlée à la récréation, c'est l'anglais. Donc, tu sais, j'étais une élève, on va dire, studieuse, mais je vivais aussi des émotions de dire, j'arrive pas à me faire comprendre, Mmh mh. Mmh. aller à la rencontre de l'autre, c'était difficile. Et j'ai vécu un stage des années plus tard à cette école-là. La réalité, encore la même. Un bassin très anglophone.
Et je me rappelle d'un élève qui faisait du mutisme, un élève anglophone qui ne voulait pas s'exprimer en français. La maman nous nommait qu'à la maison, il s'exprimait super bien en anglais, qu'il faisait même des essais en français, qu'elle laissait vraiment place à ça. Et comme tous les humains, à une certaine période, mon enseignante associée, elle a vécu comme un peu de frustration de dire, ben là, ça suffit. Tu vas parler en français parce qu'on le sait à la maison, tu parles en français. On le sait, toi puis moi, c'est vraiment pas la meilleure intervention, mais des fois, tu perds patience. Puis, est-ce que tu penses que ça a fonctionné? Non. Ça a vraiment pas fonctionné. Ça a vraiment pas fonctionné. OK? On en voit encore pas ces excès, mais ces comportements-là de non, là, il faut que tu parles en français, mets de côté ta langue première, mais c'est pas probant. On le sait, là, la recherche nous met de l'avant, de laisser des occasions de parler en L1. C'est identitaire, c'est tout. Hein? C'est pour répondre aux besoins de base de l'humain. Là. Plus ta L1 est maîtrisée, connue, exactement. plus tu vas faire de gains dans ta langue seconde, dans ta langue tierce ou dans les autres langues que tu apprendras. Parce que la réalité, c'est que souvent, les enfants, ils arrivent puis ils ont déjà une langue première, ils ont déjà une langue seconde. Exactement. Des fois, le français, c'est une langue tierce bon. Fait que c'est sûr que il faut faire attention à ces choses-là. Évidemment, il faut valoriser la qualité et l'utilisation de la L1 pour faire un pont vers la langue d'apprentissage, la langue scolaire, qui est le français. Tu as dit le mot pont. C'est exactement ça. C'est puissant, c'est un levier, c'est identitaire, c'est la personne devant toi. Puis je rappelle tout le temps à mes étudiantes qu'on fait un travail qui est tellement humain. Donc, de préserver l'humain avant même les apprentissages, ça va être hyper payant. Puis quand je parle de humain, ben c'est le lien, c'est la connexion, c'est la sécurité. Et quand je me sens pas en sécurité, que je n'ai pas de connexion avec l'enseignant. Ben non. Ben, tu sais, le premier rôle de l'enseignant, c'est de créer la relation. Exact. C'est pas juste, pas juste moi qui crois ça, mais tu sais, en voulant dire que, tu sais, quand que ta relation n'est pas installée, c'est difficile de faire des apprentissages. Difficile, voire impossible. Ou ça va être très minimal. Et là, tu peux voir un éventail de comportements ressurgir. Là. Quelqu'un qui va être en évitement, quelqu'un qui va être en agitation, quelqu'un qui va être en opposition, quelqu'un qui va le faire, mais comme au PC, comme on dit, donc très rapidement, puis très minimalement, pour passer à autre chose. Puis les enfants, quand ils sont pas occupés, ben ils sont préoccupés. J'aimerais le dire pour les adultes aussi. Ben oui, maman. C'est ça, exactement. Donc, les c'est adultes de nourrir cette quand même relation-là. Moins, tu sais, je refais du pouce sur l'orthopédagogie. Tu sais, souvent dans les centres de francisation, les centres de FLS, là, où les gens vont apprendre le français langue seconde, ben, tu sais, les services d'orthopédagogie ou d'orthophonie, il y en a pas beaucoup. Donc, surtout en contexte de coupure. Ça, c'est sûr que c'est un enjeu. Il va y avoir des miettes parfois. Donc, une tâche qui était 100% est maintenant du 30%. On fait jamais de miracle. Au secondaire, mais imagine ceux qui sont vraiment à la formation générale des adultes. Ah, mon Dieu. Avoir un des autre services sujet. d'orthophonie. Exact. Même pas dans 30%. Tu sais, moi, j'ai eu la chance de travailler dans des grosses écoles où, tu sais, il y avait des équipes pluridisciplinaires, tu sais, puis où on avait souvent un orthopédagogue, un psychologue, tout ça, mais il y a de multiples centres pour les adultes où il n'y a pas de service. Le service, c'est vrai. C'est l'enseignant, tu sais. Je vais comme verser des larmes pour cette situation-là. Ça, c'est vraiment un domaine que j'aurais aimé essayer aux adultes. Qui sait, peut-être un jour, je vais me trouver du temps. On va trouver des budgets pour embaucher dans les centres. Oui, c'est ça, exactement. Oui, puis tu sais, justement, tu sais, pour les gens qui n'ont pas accès, là, tu parles des coupures, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas d'orthopédagogie, ou il y en a, mais tu sais, on va dire, hey, le premier service, c'est l'enseignant de classe d'accueil, ou, tu sais, faites les premières interventions, les premiers paliers d'intervention, faites-les, tu sais. Toi, est-ce que tu aurais des conseils ou des outils pratiques pour les enseignants qui voudraient intégrer vraiment de l'intervention à plus haut niveau, auprès de leurs élèves, là, qui soient plus petits, plus grands? Oui, je pense que ce que j'ai en tête, vous ne serez pas nécessairement surpris. Et c'est intemporel. Donc, ça se veut bon pour les jeunes, les moins jeunes. Je dirais qu'avant tout,
le support visuel. Ça a l'air bête comme ça, mais c'est ce qui va être le plus payant. Puis quand je parle du support visuel, il faut que ce soit le plus possible authentique. Oui, pas de Et ça, pictogrammes étranges là, qui peuvent avoir oui, c'est ça, des exactement. Et ça se veut pour une multitude de clientèles. Là. On parle de les élèves plurilingues, dyslexiques, dysorthographiques. On est humain et selon la recherche, la double entrée, donc audio et visuel, c'est ce qui va être le plus probable. Tout à fait. Après ça, j'aimerais ça vous donner une situation assez tangible, ou en tout cas dans votre quotidien d'enseignant, vous allez le vivre. Imaginons que vous allez vivre une production écrite. C'est pas déjà fait rendu au mois de novembre. D'après moi, c'est déjà fait. Ça, peut-être, ça va vous surprendre, mais en même temps, bref, allons-y. Donc, avant de mettre le texte par écrit sur papier, plus souvent qu'autrement, on va faire une tempête d'idées ou on appelle aussi ça un brainstorm. Pourquoi ne pas laisser la chance à nos apprenants allophones de faire cette tempête d'idées-là en L1? Il y a plusieurs façons de le faire, à l'oral, par écrit. Et là, c'est de tasser un petit peu notre attente administrative. Oh mon Dieu! Je m'excuse. Je me suis enjappée. J'ai-tu entendu? Oui, entendu. Alors, c'est de mettre de côté un petit peu les attentes administratives scolaires, de dire, mon Dieu, je suis dans une école francophone, je dois enseigner en français. Impossible que mon élève fasse sa tempête d'idées pour une écriture en espagnol, en turc, en russe, en punjabi. Non, mais il n'y a absolument rien qui empêche les enseignants de faire ce type de tâches-là. Exactement. Même si l'éducation est en français, là, de faire un brouillon, remuer le linge, de réfléchir au lexique dans sa L1, puis après repasser par le français. Mais souvent, quand on va être plus créatif dans sa L1 si les langues sont pas installées notamment sur le même pied d'égalité, là, fait que c'est normal. Oui, exact, tout à fait. Je donnerai un exemple après parce que moi, j'apprends l'espagnol, mais j'y reviendrai. Donc, mon brainstorm, je vais le mettre peut-être par écrit, je vais peut-être le faire à l'oral. Si on est chanceux, s'il y a cette flotte technologique-là dans mon école, est-ce que j'ai accès à des tablettes qui ont le dictaphone dessus, donc je peux m'enregistrer, je fais mon brainstorm en L1. De toute façon, la production finale que vous allez évaluer va être en français. Oui. Mais les outils qui sont utilisés pour s'y rendre, Exact. Et là, tu sais, des fois, quand je donne des ateliers, certains vont dire, je l'ai pas entendu souvent, mais c'est comme, mais c'est nivelé vers le bas. Non. Est-ce que je suis arrivée à la même fin? Oui, tout à fait. C'est comme un bébé qui apprend à marcher. Tu peux pas évaluer un bébé sur ses premiers pas, là. Je peux dire, il va être en échec. Mais à la fin, il va marcher. C'est un processus qu'on évalue, là. Exactement. Et un autre outil hyper puissant, c'est de co-construire avec l'élève apprenant. Donc, partir de ces questionnements. Mon Dieu, je trouve ça tellement beau quand ils viennent me voir dire comment est-ce que je dis ça en français? J'ai le mot dans ma tête, mais je suis pas capable de le dire en français. Est-ce que tu veux me le dessiner? Est-ce que tu veux aller voir si possible, un père qui parle ta langue? Des fois, c'est un frère, une sœur plus vieux, un collègue dans la classe. Un collègue dans la classe. Est-ce que j'ai accès à des traducteurs? On est dans une période où même parfois on a nos téléphones comme enseignants. OK, je vais l'utiliser rapidement. C'est une fin pédagogique. Là. Je suis pas en train de... Oui, mais je pense qu'il faut quand même faire attention parce que le réflexe premier, c'est souvent, c'est quand je parle à des nouveaux enseignants ou des enseignants, il y a des enfants intégrés directement le fun en classe, on dit, je le mets sur la tablette, tu sais. Mais je le mets sur la tablette, il faut faire attention. Il faut utiliser plusieurs autres stratégies. Là. Oui, la tablette ou l'image une fois de temps en temps, mais faire appel justement à la paraphrase, par exemple, c'est quand tu disais tantôt, décris-moi, je sais pas, madame, c'est quoi l'animal, mais c'est jaune, ça a un long cou, puis ça a des taches. OK, ça s'appelle une girafe, tu sais. On n'est pas toujours obligé de référer à la tablette, puis au Google Images, puis au Google Translate. Tout à fait. Surtout, et là, c'est un autre volet, mais pour la sanction des études, donc quand on arrive en période d'évaluation super ministérielle, par exemple, on n'aura pas accès à Google Images ou les tablettes. Donc, non, mais on va pouvoir avoir accès à un dictionnaire bilingue. Puis ça, je pense qu'on ne mentionne jamais assez. Mais le dictionnaire bilingue, il peut être utilisé tout au long de la scolarité de l'enfant. J'aime ça. Tout au long de ses évaluations. Il y a des gens, on dirait, qui pensent que quand l'enfant est sorti de classe d'accueil ou qu'il n'y a plus
valeur, tu sais, il y a plus de valeur 22, puis peu Ouais. importe, là, tu sais, puis il y a plus de droit. Non, il y a le droit tout le temps. Encore le droit. Fait que, tu sais, le recours au dictionnaire bilingue est toujours autorisé et c'est Mmh. important comme stratégie d'enseigner l'utilisation du dictionnaire bilingue, tu sais, de montrer aux jeunes comment ça marche, cette Tout à fait. bébête-là, parce qu'elle va Tout vous à aider fait. dans vos productions. Fait Ouais. que, tu sais, je pense que la solution rapide, facile, c'est souvent l'utilisation du téléphone, mais, tu sais, il faut surtout préparer Ouais, les on est jeunes aux rapide. situations qu'ils vont Tu as avoir absolument pour raison. vrai. Fait Exact. qu'attention avec Un petit parcimonie. bémol. Oui. Exact. Donc, les autres outils avant, on va utiliser les pairs, ça c'est sûr, le dictionnaire bilingue, on aime beaucoup cette approche-là. Et un autre élément clé, je dirais, qui se veut payant pour tous nos élèves, c'est la métacognition. Donc, de réfléchir à voix haute, Ben qui oui. fait un peu partie de notre modélisation, hein, mais c'est d'expliquer qu'est-ce qui se Modélisation, passe. enseignement explicite, là, c'est quoi ma Exact, démarche à moi? exact. Explique ma démarche. Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Je te dis tout ce qui se passe. Puis, oui, le chemin est rarement linéaire. Hein. Je vais faire des zigzags, je vais revenir en arrière, je vais anticiper un peu. Ah, je vais revenir ici, je vais me corriger. Mais on le fait adulte aussi. D'accord. Donc, c'est hyper payant. Puis là, je vous donne 3 outils que vous faites probablement déjà, peut-être un peu moins le brainstorm en L1, mais ce sont des pratiques Gagnante. gagnantes. Voilà, voilà. Comme je disais, j'apprends l'espagnol et bien que ça fait quand même un temps là, que je le fais, sauf que j'ai pas de situation de situation authentique pour vraiment transférer. Donc, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'apprends l'espagnol, mais que je suis toujours au même Ouais. stade. Tu viendras souper à la Mais bon. maison. Mon chum, il est vénézuélien. Ah! Il va faire ça, une C'est conversation authentique. oui, je m'en viens. Et même si j'ai un vocabulaire, bon, faire mes phrases, c'est un autre sujet, ma conjugaison de verbes, ça c'est laborieux. Si on me présente une résolution de problème en mathématiques, Uh-huh. en espagnol, bien Uh-huh. sûr, je vais traduire en français Uh-huh. à Oui, parce que ça écrit. va faire partie de tes stratégies. Ouais. C'est sûr que je la fais en français dans ma tête, mes Tu sais, traces. un jour, peut-être que tu le feras plus. Tu sais, puis c'est ça qu'il faut aussi que les enseignants et les Exactement. apprenants comprennent. C'est des mesures Exact. temporaires, tu sais, puis un jour, quand la langue va être bien Exact. installée, ben, il va être en mesure de le faire, mais pas tout de Exact. suite. Voilà. Mais ma production finale, je vais la traduire. Ce que je vais remettre à l'enseignant, je vais le peaufiner en espagnol. Mais pour certains, cette tâche-là, c'est une double tâche. Moi, comme adulte, je vais m'autoréguler. Mais un apprenant, en 3e année, je lui donne une résolution de problème qui fait cet exercice-là de traduction d'abord et de création de réponse, puis dire, OK, voici ma copie que je vais remettre à mon enseignante en français. C'est double. Donc, des fois, juste d'offrir, par exemple, le tiers de temps supplémentaire, ça peut être vraiment payant pour l'enfant. Puis, en mathématiques, pourquoi pas aussi utiliser le dictionnaire? Pourquoi Le dictionnaire bilingue, il n'est pas là juste pour le français, là. Exactement. Tu vas Puis avoir des du fois, lexique très adapté ou souvent très spécifique, tu sais, qu'on n'a pas oui, nécessairement enseigné. Mais, tout à fait. tu sais, ou de faire, Tout à tu sais, fait. d'illustrer un lexique mathématique bilingue, plurilingue, tu sais, Exact. de faire un mur de mots en maths, tu sais, parce qu'on fait souvent des murs de mots en français, mais de faire des murs de mots en maths plurilingues, tu sais, qu'on peut réutiliser dans sa classe, tu sais. Exactement. Et comme n'importe quelle langue, il y a des mots qui, selon le contexte, vont tout changer. Par exemple, le mot somme. Ben, habituellement, quand on voit le mot somme dans une résolution de problème, non, mais l'enfant, nous va dire sommes ça vient être. un peu plus, oui, ou un peu plus familier, je vais aller faire un somme, ou en somme, blablabla. Donc, dans une résolution de problème, si je vois le mot somme, mais que tout récemment, on a fait une autre activité que le mot somme voulait dire autre chose, ben juste ça peut être perturbant. Ou tu sais, souligner l'importance de la préactivité, surtout quand on est avec des gens qui ne maîtrisent pas encore la langue, tu sais, de dire on va le lire ensemble, on va expliquer. Les amis, tu sais, qui peut me dire c'est quoi la somme? Puis là, on peut faire un dessin, on peut faire une illustration au tableau pour dire, tu sais, c'est quoi le mot somme? Qu'est-ce qu'on en comprend, tu sais, pour être sûr, tu sais, parce que si on n'enseigne pas explicitement le vocabulaire mathématique, par exemple, dans un problème, ben l'enfant, il est pas bon en maths.
il est pas bon. Non, Il est pas bon non plus. Il n'y a pas la maîtrise Exact. assez suffisante, en fait, du français pour Tout à fait. comprendre les termes. Fait qu'il faut vraiment tout à fait. prendre le temps de les illustrer, de les expliquer, de les enseigner explicitement. Comme quand on fait un gâteau, tu sais, je veux dire, on sort nos affaires. Parce que d'habitude, là, moi, je fais ça, je pars mes affaires, tu sais, tout est prêt, puis là, go, je peux faire mon gâteau. C'est la même chose quand je vais faire une situation de problème en maths, d'expliquer les mots, J'adore ça. d'expliquer les concepts, puis après, ben, tu relances l'enfant. Puis même si on peut faire ça avant de distribuer ou avant d'ouvrir la page de son manuel, tu sais, d'enseigner le lexique nécessaire. Tu sais, puis même les enfants francophones qui sont là vont bénéficier de la compréhension qu'on va faire. Tu sais, je pense qu'une erreur que les enseignants font souvent, puis des fois, c'est sans le vouloir, c'est OK, ouvrez votre cahier à la page 4, OK, on va regarder le problème ensemble. Non, tu sais, toi, fais une prélecture, identifie les difficultés, enseigne-les, puis après, parfait, maintenant, on ouvre le cahier à la page 12, puis on va essayer de le faire. Fait que, tu sais, moi, je serais curieuse de voir, tu sais, quand les étapes adéquates sont faites avant l'activité, de voir le nombre d'enfants qui vont réussir à la fin du programme plutôt que le problème de maths, plutôt que de dire, ben go, faites-le, tu sais. Tu m'amènes une question. Je trouve que ça se prête bien là, avec la situation. Si le contexte n'est pas connu de l'enfant, donc je donne la situation type que tu connais bien aussi, la cabane à sucre. Donc, peu importe ce que je m'apprête à vivre après, que ce soit une situation en mathématiques ou en français, j'ai même des élèves que je veux dire québécois. C'est pas tout le monde qui est allé à la cabane à sucre. Alors, c'est pas tout le monde qui joue au hockey, qui comprend. Exactement. Est-ce que c'est suffisant de dire, OK, je vais expliquer grosso modo c'est quoi la cabane à sucre à mes élèves 10 minutes, puis après ça, on se lance dans la tâche? Ben, moi, je prendrais plus de temps pour l'expliquer, ne serait-ce que pour bien enseigner les repères culturels nécessaires à la compréhension de ce qui va se passer comme activité après. Tu sais, des fois, les gens, ils savent, mais tu sais, de se faire rappeler, tu sais, c'est quoi un chalumeau, là, tu sais, on doit percer 12 érables et installer 8 chalumeaux. C'est ça, un chalumeau. Tu sais, je veux dire, ça se peut que t'aies un enfant francophone qui le sache pas. Fait que, tu sais, des fois, de dire, ben, on va regarder une vidéo sur la cabane à sucre, on va regarder le lexique nécessaire à la cabane à sucre, on va goûter ensemble du pain trempé dans le sirop d'érable. Tu sais, je veux dire, on va vivre un peu l'expérience, puis après, on ira voir, tu sais. Mais souvent, je pense que le contenu culturel ou les repères culturels, quand on arrive dans des problématiques en maths ou même en lecture, tu sais, sont pas nécessairement assez connus. Ça, c'est pas représentatif de la capacité de l'enfant en maths ou en lecture. Tu sais, fait faut faire attention, puis faut s'assurer que tout a été enseigné. C'est notre travail. Tu sais. J'aime ça. C'est exactement... wow. J'aurais pas pu mieux dire. OK, je trouve ça intéressant de poser la question des contextes parce que, et là, la cabane à sucre, c'est très populaire, mais il y en a tout plein là que souvent, on n'a pas accès à ce contenu-là. Donc, c'est vraiment difficile pour un apprenant allophone ou pas de vivre l'activité là, et de faire vivre une réussite. Ben oui, exactement. Faire vivre des réussites. Puis, pour en faire vivre, il faut bien outiller avant. Tout à fait. On faire vivre des échecs à répétition à un enfant parce parce qu'il connaît pas les repères culturels autour ou qu'il connaît pas le vocabulaire, ben c'est pas bon non plus. Oui, c'est triste. Non. C'est triste. Puis, je termine avec ça parce que je pense qu'on a eu un échange vraiment intéressant, mais j'ai envie de te demander si on vient au rôle de l'orthopédagogue, est-ce que tu penses que la diversité linguistique des apprenants présentement est en train de transformer la pratique orthopédagogique? Totalement. Totalement. Et il y a beaucoup d'enjeux. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais qu'est-ce qui appartient vraiment à l'orthopédagogie ou quelqu'un qui fait du soutien linguistique? Je répète que moi, je vois ça comme une responsabilité partagée. Et les enfants, mon rôle comme orthopédagogue, on le sait très souvent dans les écoles primaires, je dirais même secondaires, notre mandat premier, c'est de soutenir la compétence langagière, donc le français, lire et écrire. Si on a de la chance, on va faire des mathématiques, mais souvent, on se rend même pas à cet objectif-là. Et pour maîtriser le français, ben ça prend beaucoup d'exposition. Et pourquoi pas venir dans mon bureau avec moi. Certains diront non, faut qu'il y ait un soutien linguistique qui va venir avec moi après ou ce n'est qu'un cas purement. Là, mais pour vrai, moi, chaque fois que je donne la formation pour les enseignants en soutien linguistique, je leur dis variez vos pratiques.
isolez pas les enfants tout le temps, tout seul dans un autre local en soutien linguistique. Accompagnez l'enfant dans son milieu régulier parce que c'est là qu'il a besoin de vous. Il a besoin de trouver des stratégies dans ce qu'il fait pour vrai. C'est souvent les enseignants diraient, bon, tu sais, puis là, je parle pas d'un blocage d'être pas correct, mais tu sais, souvent, les enseignants vont dire, ben, je veux pas déranger l'enseignant titulaire ou, tu sais, je me sens intrusif dans la classe de l'enseignant titulaire ou l'enseignant titulaire qui va dire, hey, tu sais, je sais pas si je suis habituée de... Ben oui, tu sais, l'enfant, il a pas besoin d'être coupé des cours réguliers, il a besoin d'être soutenu dans ses stratégies, dans ses cours aussi. Tu sais, pourtant, le modèle qu'on voit beaucoup en soutien linguistique, c'est vraiment des enseignants qui vont sortir les enfants comme en orthopédagogie. Mais moi, je crois vraiment beaucoup à l'enseignement collaboratif puis au service auprès de l'élève dans les tâches qu'il fait au quotidien. Voilà. Mot de la fin, les orthopédagogues, on est là pour tous les élèves, tout. Tout à fait, à fait. Puis, écoute, j'espère que ça va donner des idées aux enseignants qui nous écoutent, puis des outils aussi qu'on va pouvoir intégrer dans nos classes là, ou dans leur classe dès maintenant. Ben merci beaucoup, Andréane, d'avoir été merci à toi. À bientôt. Merci. À bientôt.